Économique et sociale ne laisse aucune perspective aux jeunes issus des milieux défavorisés. Les jeunes exigent du travail, des droits sociaux. Ils savent que les ressources dont dispose le pays permettent de satisfaire leurs aspirations, à condition d'en finir bien sûr avec une politique dans le but exclusif et d'enrichir toujours plus certaines fractions de la bourgeoisie étatique, celles qui trahissent les intérêts nationaux et prétendent que nous n'avons pas d'autre choix que celui d'accepter docilement les injonctions du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. La Kabylie a été longtemps dépendante des transferts financiers de ses enfants immigrés, car l'État algérien a boycotté tout investissement dans cette région depuis quelques années et ne permet même pas aux sociétés entreprises étrangères de s'implanter en Kabylie, mis à part une ou deux dont on peut citer la québécoise, mais ça ne sert à rien, à défaut de faire de la pub, peut-être que ça va bien. Donc la Kabylie, région réputée pour la bonne qualité de sa main-d'œuvre, des compétences intellectuelles les plus avancées du pays, notamment la maîtrise de la langue française, certains vont dire du chauvinisme, mais bien sûr que dans le reste du pays, il y a des compétences intellectuelles aussi très avancées. Mais là, on parle que de la Kabylie. Donc je cite la langue française comme l'un des éléments, parce que c'est lié à une tradition aussi de scolarisation depuis la colonisation, mais aussi par le biais de l'immigration et après l'indépendance. Donc ça donne que c'est une région plus francophone, il y a plus d'écrivains francophones en Kabylie que dans le reste du pays. Ceci dit, ça crée quand même des divisions au sein de la société algérienne, parce qu'il y a ce qu'il appelle le professeur Harkoun les impensés, parce que les Algériens, comme même au Québec ailleurs, les citoyens des fois, ils ne pensent pas à certaines choses. Je vis au Québec, tout ce qui vient de l'extérieur, je ne veux pas savoir. Le jour où il y aura des répercussions sur le Québec, je ne veux pas savoir. En Algérie, c'est la même chose. Donc partout dans le monde, il y a ce type de façon de voir le monde. Et c'est inconscient parfois, l'impensé. C'est-à-dire qu'on ne donne pas l'importance à penser à certaines choses. Et ça, après, il y a malheureusement des conséquences dont engendre l'ignorance, le racisme, les stigmatisations, la marginalisation, etc. Parce qu'on n'essaie pas de comprendre, donc on ne fait pas le pas de comprendre l'autre. Donc, cette région est connue pour son rattachement aux valeurs démocratiques et enfin son hostilité à l'islamisme et à la dictature. En avril 80, 2001, c'est pas la peine de citer autre chose. Malgré tous les blocages du pouvoir dictatorial en Algérie pour asphyxier cette région rebelle, la Kabylie a pu subvenir aux besoins de sa population grâce à sa tradition d'immigration ouvrière et commerciale. Cette source s'est tarie au cours des 2 dernières décennies. Seules les pensions des retraités, anciennement immigrés, notamment en France, de moins en moins nombreux, surtout la génération de mon père, continuent à provenir de l'Hexagone. Dépourvue presque d'investissements et d'infrastructures, la région s'est considérablement appauvrie. Ce sous-développement socio-économique a été programmé par la dictature du Parti-État algérien depuis les années 60, notamment pour la Kabylie spécifiquement, même si certaines régions aussi ce plan a été appliqué. Alors, quelles sont les perspectives pour la Kabylie? Je vais donner quelques pistes en guise de conclusion à la fin, mais peut-être au cours du débat, on va éclaircir certaines questions. Alors, je vais aborder un petit peu le Québec. Québec en devenir, laïcité, démocratie. Alors, permettez-moi de situer certains faits historiques très importants qui ont transformé le Québec depuis les années 60. Au cours des années 1960, le nationalisme au Québec prit de plus en plus une tournure québécoise.
avec la fondation de mouvements et de partis politiques qui aboutissent en 1968 à la création du Parti québécois. Le mouvement souverainiste est l'un des mouvements qui affectent la société québécoise et la transforme en profondeur, et qui a créé aussi un dynamisme politique. Le Québec participe aux grands changements qui touchent alors les pays développés. Émancipation de la femme, libération sexuelle, explosion culturelle, la contre-culture, etc. Il connaît aussi une transformation spécifique, la laïcisation et l'étatisation. En une décennie, l'Église catholique est passée à un rôle essentiellement religieux à un rôle d'État. Ça veut dire tous ces pouvoirs, pas tous, mais en partie, c'est l'État qui prend en charge. C'est-à-dire l'État, non, qui a remplacé la couronne, c'est un nom qui a remplacé la couronne pour désigner le gouvernement, est devenu l'outil principal de son développement social, économique, éducatif et culturel, etc. L'Église dans les établissements d'éducation, de santé et de bien-être social, j'ouvre une parenthèse, asile, orphelinat, maison de retraite, etc., était soutenue financièrement par le gouvernement. Dès le début des années 60, le gouvernement du Québec prend en charge les établissements de santé. Il intervient au niveau économique en créant des sociétés d'État, comme la Société Générale de Financement. Les symboles les plus puissants de la Révolution tranquille demeurent la nationalisation de l'électricité et la réforme du système d'éducation. Comme dans les pays développés, industrialisés, le mouvement social se manifeste de plusieurs façons. Mouvement de gauche, militantisme syndical, affirmation nationale et linguistique. Les tensions qui agitent la société atteignent leur point culminant entre 68 et 72 avec le mouvement Québec français, la crise linguistique de Saint-Léonard, la crise d'octobre et les grèves dans les secteurs publics et parapublics. Bref, cette période de bouleversement jette les bases d'une nouvelle société moderne. Laisser les langues évoluer naturellement au sein de leur territoire défini. Parce qu'une langue, pour qu'elle résiste, il lui faut un territoire. Cette langue, la langue tamazière, elle a son territoire, c'est l'Afrique du Nord. Même si on la parle au Québec, mais elle ne peut se développer rapidement et s'épanouir que dans son territoire. Ça, c'est une donnée universelle, c'est le cas pour le Québec. Si le français ne trouve pas un cadre d'épanouissement au Québec à long terme, le français peut disparaître. Ça veut dire que, je fais le lien, Tamazigh, le défi, selon l'UNESCO, déjà Tamazigh est inscrite parmi les langues en voie de disparition. Alors le défi, c'est justement de faire de cette langue, d'avoir des moyens, quitte justement avec la régionalisation, de dire en Kabylie, la langue nationale et officielle d'une région, c'est le Kabylie, pour qu'elle soit développée. Les Aurès, c'est le Chabi. Pour là où il y a des arabophones, il faut trouver un équilibre. Alors, pour le français au Québec, il faut que le français devienne de plus en plus la langue du pain. C'est valable pour Tamazigh. Il faut que quelqu'un francophone au Québec travaille en français. S'il ne travaille pas en français, c'est en anglais, ben, ses enfants ils vont se dire, mais à quoi ça sert le français? Mon père travaille en anglais. Voilà le défi. Donc, les langues sont quand même devant des enjeux assez complexes, mais dont les solutions normalement sont claires et il n'y a que les politiques courageuses qui peuvent accélérer quand même le développement et surtout la survie de ces langues, comme toute langue d'ailleurs. Alors, je cite Mabry, les Amazirs étaient contraints, s'ils voulaient se faire entendre plus loin, et utiliser la langue de l'autre, celle de leur dominateur du moment. Dans ses relations internationales, Massinissa se servait probablement du punique. C'est en latin qu'a écrit saint Augustin et avant lui Cyprien, Tertullien, Fronton, Lactance. En latin, Capulet écrira le cant Amazir qu'il baptisera Psyché, qui est devenu d'ailleurs un psychanalyste par la suite, pour l'harmoniser avec l'environnement hellénisant dans lequel il vivait. Le roi Juba dira en grec les heures et les us de son royaume. Plus tard viendra l'arabe, à la fois porteur de l'idéologie islamique et porté par elle, à l'époque actuelle enfin,
مولود فرعون, Jean et Taousamosh, Mahmoud Nabil Fares, Tal Djaoud, useront du français pour dire ce qui est compréhensible, mais aussi pour se dire ce qui l'est moins. Le phénomène continue à ce jour où l'on pourrait attendre que l'indépendance recouvrée ou acquise des États, où le berbère se parle lui, donne un droit de citer. Fin de citation, extrait du tome d'ailleurs 2, écrit et parole de Ibn Mamri, réédité en 2010 à Alger, dont j'ai fait la collecte de tout ce qui a été écrit par Mamri sous forme d'articles, d'entrevues ou d'entretiens radiophoniques. Et enfin, je vais lire rapidement l'extrait concernant Saint-Augustin. Alors, je cite Mamri, l'autre exemple alors je cite, c'est la mazérité dans le texte de Saint-Augustin, ou une présence amazigh. L'autre exemple, le plus ponctuel mais plus significatif, parce qu'il établit des correspondances formelles, est pris dans l'œuvre du plus grand de ces écrivains africains, dans le Serment tel, numéro, au milieu d'un développement sur les vertus d'un chrétien, Saint-Augustin brusquement enchaîne. Donc la beauté du corps, c'est l'âme, la beauté de l'âme, c'est Dieu. Dans un autre serment, Augustin reprend le même procédé. Le prix du froment, c'est ta monnaie. Le prix du champ, ton argent. Le prix d'une perle, c'est ton or. Le prix de la charité, c'est toi. Alors, ces figures de style sont manifestement peu familières à la prose latine. Dans le contexte, elles interviennent comme des incises, dont on ne voit pas très bien l'origine. Or, il m'a été donné de recueillir en kabylie le texte d'un poème jadis répandu sur l'oiseau phénix, appelé Sanina. Le propos en est brièvement le suivant. Sanina, oiseau merveilleux, doit se marier. Le nom est féminin en berbère, bien sûr. La réputation de sa beauté est telle que les animaux, les oiseaux surtout, mais aussi d'autres, se présentent en foule comme prétendants. Sanina a l'embarras du choix. Pour départager les concurrents et établir entre eux un concours de poésie, elle épousera le mieux disant. Les prétendants défilent. Chacun récita une courte pièce de vers, en général du genre gnomique. Après 13 interventions, le lauréat vient en 14e et dit alors la traduction m'a pris, la beauté de l'olivier c'est l'olive, la beauté du cavalier la franche chevauchée. Alors quand, peu de temps après, vient le tour de la mésange, le nom kabyle Wardel est un masculin. Elle s'énonce ainsi. شبحان تمطوط الزرير شبحان تنقحلت الزناد شبحان وخام الفال شبحان دونيك الأحبال. Alors la traduction, la beauté de la femme, ce sont ses enfants. La beauté du fusil, c'est sa détente. La beauté de la maison, c'est sa porte. La beauté de l'existence,